On va pouvoir passer à la prochaine slide. Exactement. Donc, Amélie Boudreau, comme je disais, je suis développeuse full stack chez Nexap. Je termine aussi mon baccalauréat en ingénierie logicielle. On a aussi comme organisateur Olivier Monroe, qui est directeur de compte senior chez SNI Cloud Experts, mais qui nous quitte. Donc, c'était sa dernière présentation qu'il organisait. Donc, on prend la balle au bon pour vous dire que si jamais vous seriez intéressé à organiser les GDG Cloud Québec avec nous, à vous joindre à notre équipe, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus de détails sur ce que ça consiste exactement, mais on est à la recherche de gens qui voudraient se joindre à nous dû au départ d'Olivier. Donc ensuite, on a également nos co-organisateurs. On va pouvoir passer à la prochaine slide. Donc, Mathieu Benoît, Nadine Boucher, Xavier Tremblay, qui sont Customer Engineer chez Google, tous les trois. Donc, nos amis Googlers qui nous aident beaucoup pour les présentations. Donc, pour la suite, je vais passer la parole directement à notre invité Bernard. Si jamais vous voulez vous présenter aussi Bernard et Mohamed. Puis, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue tout le monde à cette retour sur l'expérience. Notre projet a commencé il y a 3 ans et demi. Donc aujourd'hui, on va vous présenter l'AI dans le module de promotion intelligent que nous avons développé en collaboration avec certains centres de recherche de Montréal et aussi des compagnies d'experts comme celle de Mohamed Sabri qui va co-présenter avec moi. Je me présente donc, Bernard Imbert. Je suis cofondateur de U8, puis je suis le directeur d'innovation, recherche et développement chez U8 depuis en fait que le département d'innovation, recherche et développement a débuté il y a 3 ans et quelques. Je n'avais pas la description de Mohamed. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, c'est vrai. Merci Bernard. Donc moi, c'est Mohamed Sabri. Je travaille en tant que lead Data Science et AI chez Nekando Solutions pendant presque 4 ans. Aujourd'hui, je suis consultant et je travaille entre autres pour des entreprises dans le monde de la télécommunication. Je suis en parallèle aussi instructeur et mentor en intelligence artificielle et sciences de la donnée à l'Université d'Austin au Texas. Puis, entre autres, j'ai accompagné l'entreprise U8 sur un timeline de 3 ans déjà à la mise en place d'une pratique à succès en intelligence artificielle. Vas-y, Bernard. Merci bien. Donc, petite description de U8. Après, je vous présenterai le projet, les difficultés, les quick wins et ensuite notre reconnaissance générale. Donc, notre mission, c'est d'aider les restaurateurs à augmenter leurs profits, optimiser leurs opérations, maximiser la loyauté des gens et grâce à des outils de commande en ligne, que ce soit sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, sur borne. Donc, en fait, U8 prend des commandes, les envoie en cuisine et on est une solution transparente, c'est-à-dire qu'on apparaît dans le look du client. On n'est pas un marketplace comme Uber, c'est-à-dire qu'on va sur le site du client et on commande chez le client. Et U8, c'est juste la propulsion. En bref, fondé il y a un peu plus de 3 ans, nous sommes maintenant à Montréal et à Québec, un peu plus de 100 personnes. Et au niveau de notre vente, on est présent dans 7 pays. Et 20% de nos 2000 clients sont basés hors Québec. On a une très grosse croissance hors Québec. On a commencé à bâtir sur le Québec. Puis maintenant, on s'exporte depuis quelques mois beaucoup. Nos partenaires financiers, je reviendrai un peu plus tout à l'heure, mais si vous partez, il y a plein de petits partenaires financiers et d'intelligence artificielle. Donc, je reviendrai sur ça un peu plus tard. Mais on a utilisé tous les partenaires disponibles au Québec. Notre projet, c'était d'avoir des systèmes de recommandation, donc en accord avec la mission, c'est-à-dire on voulait générer plus de revenus pour le restaurant et aussi, d'un autre côté, que l'expérience client soit plus pertinente, plus personnalisée, plus simple et permettre une meilleure découverte de plats
sans être intrusif. Nos challenges d'un projet en IA, en fait, souvent, c'est qu'on voit trop gros. On veut faire quelque chose et on veut que ce qu'on fait soit quelque chose qui révolutionne la commande. Donc, par exemple, ce que disaient mes associés au début, c'est que bon, ben, il faut que l'intelligence artificielle apprenne tout seul, se mette partout tout seul, etc. En fait, ils n'avaient jamais travaillé dans un produit d'AI. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une approche par méthode des petits pas, c'est-à-dire qu'on a pris notre projet et on l'a découpé en plein de petits livrables un peu partout pour avoir une mise en production plus rapide. Et par contre, même en faisant ça, on a eu un petit problème. Puis je ramène souvent mon équipe à dire focus, focus, focus. C'est-à-dire qu'on a tendance à défocuser. On travaille sur une zone, sur un livrable, puis on en fait un petit peu trop parce que on veut un peu mieux là. Je vais y revenir. On n'est pas un laboratoire de recherche, on est une compagnie. Donc, quand notre partenaire, comme Mohamed par exemple, me dit « Oh, j'aimerais tester de l'apprentissage profond pour faire telle affaire », ben là, je le ramène régulièrement à focus, focus, focus. On n'a rien dans plusieurs autres petits MVP. Donc, ne pas oublier, oui, c'est bien l'apprentissage profond, mais on a plein de zones encore où on n'a rien. Donc, on va y aller une zone à la fois, puis après, on va pouvoir faire de l'apprentissage profond. Et Mohamed pourra vous en parler un peu tout à l'heure, mais il a fait de l'apprentissage profond sur certains aspects. On a identifié les recommandations, puis parce qu'en fait, nous, on a des zones dans notre menu. Donc, on a une zone en vedette. On va ajouter des recommandations sans le dire au client. Donc, pour lui, c'est des offres spéciales. C'est Béné a choisi pour vous. Nous vous recommandons, mais il n'y aura pas écrit recommandation. C'est juste que de façon intuitive et classique, les plats apparaissent dans le menu, sont ajoutés au menu, au plat que le client, le restaurateur, a déjà choisi. Et ces recommandations sont filtrées par les règles d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans la zone ici en vedette. Le système de recommandation retourne un vecteur de plats et ils sont triés pour voir est-ce que ces plats sont disponibles, est-ce que ces plats sont un spécial qu'il faudrait enlever parce qu'ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas à ce prix-là, etc. Donc, de façon spéciale. On avait identifié au début 3 zones. La zone en vedette, la zone suggestion, qui est une zone où les clients vont voir ça après avoir ajouté un plat à leur panier. Et je reviendrai un peu plus tard, mais on va faire beaucoup de AB ou de ABC pour mettre en concurrence des expériences, ce que le client a fait versus ce que l'AI propose, mais je vais y revenir un peu plus tard. Et ce qu'on appelle, nous, la zone questionnaire, c'est-à-dire que quand quelqu'un choisit un plat qui a besoin d'un choix d'à côté, ben, les à côté sont aussi propulsés par l'AI parce qu'on a certains restaurants qui ont choisi le plat principal et les à côté, il y en a 30. Donc, montrer une interface qui a 30 plats, pour le client, ce n'est pas agréable. Donc, on va montrer les plats qui sont les plus susceptibles d'intéresser la personne. Et il y aura toujours un bouton, un call to action qui va dire « voir plus » ou « non merci ». Donc, ça va fluidifier l'interface et améliorer l'expérience. Et par contre, pas forcément faire plus de ventes pour le restaurateur, mais au bout du compte, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des sessions qui vont plus vite, donc l'expérience est meilleure. Je veux commander un choix du chef avec quelques petits trucs. Je ne veux pas passer à travers 60 plats à côté, 60 à côté de plats. Je veux juste commander ça. Donc, on veut aller vite. C'est notre plan de match qu'on avait il y a 3 ans. Je reviendrai un peu plus tard sur ce qu'on a réalisé.
Mais donc, notre MVP, faire des recommandations, ben, on s'est aperçu que c'était en fait, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MVP. Donc, en fonction des zones, en fonction des à côté qu'il nous fallait, plus des requis qui étaient nécessaires avec un genre de Gantt par rapport, avec un genre de Gantt par rapport au trimestre du projet. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir rapidement, pour nos choses principales, on peut voir ici, là, est-ce que vous voyez ma souris? Oui, non. Moi, j'ai pas non, non, pas maintenant. Non. Ah oui, on la voit maintenant. C'est beau. C'est un petit peu petit, ouais. C'est pour ça. OK. Donc, en fait, le premier trimestre, on a décidé de voir c'est quoi les MVP. On pourrait avoir une première version. Donc, on s'aperçoit qu'il y avait des requis qui venaient avec et on les a développés. Par contre, ben, au bout du compte, il y a certains requis, MVP qui ont été livrés. Là, en fait, toutes les coches vertes. Il y a un petit décalage, par exemple, à cause du zoom. Les X rouges, c'est des choses, je vais revenir tout à l'heure aussi, mais qu'on n'a pas pu livrer. Et les bleus, c'est des choses qu'on a fait de façon partielle à cause de certaines conditions. Un petit conseil aussi, c'est que ne faut pas être trop perfectionniste. Nous, on avait beaucoup de MVP où on n'avait rien. Donc, l'idée, là, c'est si on a déjà une précision de 60% ou un recall de temps, est-ce que c'est vraiment mieux de continuer à creuser, avoir des modèles plus précis pour avoir 70% ou 62%, là, pour ceux qui font des AI, des fois on s'enfarge dans les petits pourcentages. Oui, ce serait mieux, mais non, nous n'avions rien. Donc, revenir au focus, c'est quoi le plan de match pour le quart? C'est-à-dire, on a des livrables, nous, tous les 3 mois. Donc, au quart, qu'est-ce qu'on va avoir? Et revenir sur les livrables. Et après, si on a des choses, revenir dessus. Tout le monde a un gros besoin en intelligence artificielle, c'est les données. Les données, nous, on se sert des commandes, on se sert des plats, puis on a ajouté ce qu'on appelle des attributs sur les plats. Donc, en fait, l'idée, là, c'est d'utiliser les utilisateurs, les dénominaliser, puis on utilise des API externes comme Dark Sky pour avoir la météo. Mais vu qu'on veut vraiment avoir quelque chose de très dénominalisé, on se sert de la météo au restaurant et non pas à l'adresse de la personne qui se fait livrer. On part du principe que quelqu'un qui commande dans un restaurant ne fait pas livrer quelque chose très loin de chez lui. Donc, c'est l'adresse du restaurant qui compte. Et on a fait des partenariats avec les restaurateurs pour qu'ils nous partagent des historiques de commandes. Donc, pour commencer le projet plus vite. Au début, on avait nos commandes, mais on a eu des grosses chaînes de partenaires. Et là, on est allé voir avec eux, est-ce qu'on peut aller récupérer, est-ce que vous avez un accès à vos anciennes historiques de commandes pour pouvoir avoir rapidement 800 000 commandes pour commencer le projet. Bernard, oui. Je pense qu'il y a une question très intéressante. Quelqu'un demande que vous avez annoncé dernièrement un partenariat avec Taxi Coop. Pensez-vous utiliser l'IA pour ce service afin d'optimiser les coûts puisque la concurrence est très agressive? En fait, pour tout ce qui... Oui, on a des partenariats avec Tuk, avec Taxi Coop, avec plein de livreurs, en fait. L'IA, elle est pour la recommandation de plats pour l'instant. Et on link dans l'application du partenaire de livraison. Donc, pour le chemin, pour l'optimisation, c'est leur partie. Nous, on a dans notre système une recommandation basée sur le plat et le plat qui est proposé, puis aussi en fonction du délai de préparation du plat. Mais quand on l'envoie à un partenaire, c'est le partenaire, s'il a de l'AI qu'il utilise pour la livraison, c'est pas U8.
Donc, actuellement, est-ce que ça répond à peu près à la question? Je pense que oui. Actuellement, maintenant, on a à peu près 4 600 000 commandes avec des informations, avec beaucoup de détails. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les attributs sur les plats. Les attributs, c'est quoi? C'est par exemple la saveur, c'est le type de cuisson, c'est certains ingrédients qui sont dedans. Et on doit qualifier chacun des plats quand on monte un restaurant. On a fait beaucoup de recherches pour éviter l'étape d'ajout manuel, c'est-à-dire que quelqu'un aille prendre un plat. Bon, j'ai un burger, un cheeseburger avec du bacon, puis là, je passe à travers tous les attributs, là, étape par étape, catégorie d'attributs par catégorie d'attributs. Avec des informations nutritionnelles, on a une centaine d'attributs par plat. Donc, on a essayé de voir un modèle d'analyse de langage naturel pour extraire ces attributs-là de la description des plats dans une phase. Je parle des résultats juste après. Et on a essayé d'utiliser les API de Google Vision, là, puis d'autres API d'apprentissage sur les plats à partir des images pour extraire certains attributs. Donc, pour aller faire des choses à la place de la qualification manuelle. La problématique, c'est que les restaurateurs ne sont pas standards sur la description de leurs plats. Puis, essayer de leur imposer une standardisation ne marcherait pas. Eux, ils veulent faire tourner leur restaurant, ils nous exportent leur menu qui existe déjà des fois depuis pas mal de temps. Nous, on les conseille sur l'ordre des plats, sur les ajouts, sur les choses, mais ils ont quand même le dernier mot. Donc, le langage naturel à partir de la description, ça marchait vraiment pas bien. À titre d'exemple, j'ai une pizzeria chez qui je commande souvent et qui est dans notre système. Dans aucune description, il y a le mot pizza. Donc, je sais que moi, c'est des pizzas, mais on ne le voit pas. Donc, le langage naturel n'était pas vraiment fiable pour ça. Avec les images, les modèles, par exemple, de Google Vision ne marchaient pas très bien pour nous parce que non plus, il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas d'images pour chacun de leurs plats. Puis, certains restaurants ont des images, mais des fois, ils nous envoient des images libres de droit. Donc, en fait, ce n'est pas forcément l'image de leur plat. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait peu d'attributs qui étaient extraits. Donc, sur les 100, il y en avait peut-être 10 qui étaient extraits. Puis, des fois, sur les 10, on avait des soucis d'ordre d'échelle, vu que nous, le plat est toujours centré sur la photo est toujours centrée sur le plat. Quand on a un restaurant de sushi rond vu de dessus, les modèles souvent confondaient ça avec des pizzas. Donc, les attributs extraits n'étaient pas fiables. Donc, on n'a pas abandonné l'approche. On s'est dit, pour l'instant, on a 1500, 2000 restos, mais on en a à peu près, je dirais, 70% qui ont des images. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à bâtir notre librairie d'images et on va qualifier manuellement les attributs, ce qui va qualifier aussi les images. Puis quand on aura un seuil critique d'images, on va pouvoir refaire ce projet d'analyse d'images et de langage naturel. D'un autre côté, on a une chance, c'est que quand on qualifie un menu, c'est-à-dire qu'on passe à travers tous les plats d'un menu pour mettre les attributs à la main, un restaurant, grosso modo, on parle d'une centaine de plats. Mais un restaurant, typiquement une chaîne comme Benny, Normandin, Mendy's, Copper Branch, leur menu ne change pas chaque année. Il va y avoir quelques plats qui s'ajoutent, quelques plats qui s'enlèvent, mais au bout du compte, le menu reste assez identique avec quelques plats plus saisonniers ou quoi. Donc, prendre le temps de mettre quelqu'un qui qualifie comme il faut tout le menu, c'est quand même quelque chose qui a été, je ne dirais pas ultra rentable, mais relativement très efficace. On parle, pour qualifier un menu,
ça nous prend à peu près entre 3 et 7-8 heures de travail, selon la complexité du menu. Et aussi, selon l'expérience de la personne qui fait la qualification, et aussi sa connaissance. Parce que, bon, à un moment donné, moi, je faisais l'exercice, puis ben, je capotais parce que c'était un restaurant, donc je ne connaissais pas les plats du tout. Donc, à chaque plat, j'allais voir dans la description. Des fois, elle n'était pas claire. J'allais sur Google, je googlais le plat. OK, donc il est fait comme ça. C'est que ça avait été mortel pour lui. Mais quand je tombais dans des types de restos ben, qui n'étaient plus dans mes connaissances, à ce moment-là, ben, en 2-3 heures, mon menu était qualifié. Donc, en fait, l'ajout d'attributs, ben, la plupart des gens le savent. Quand on recherche des data, qu'on veut les qualifier, c'est une étape cruciale qu'il faut être fait sérieusement et qui prend pas mal de temps. Une fois qu'on a tout ça, on est allé mettre tout ça dans un entrepôt de données. Nous avons choisi Snowflake pour stocker les informations et les présenter à nos restaurateurs avec des outils d'analyse et des dashboards pour qu'eux puissent faire aussi un suivi. Donc, en fait, c'est un énorme entrepôt de données qui nous permet de stocker puis de présenter aux restaurateurs des outils de travail. Donc, nos outils, là, je vais peut-être passer un peu la parole aussi à moi-même. Au niveau des outils, ben, en fait, on est allé voir plein d'outils qui sont disponibles sur le marché. Au niveau de l'entraînement ou de la mise en production aussi, la plupart de ces outils-là, vous les connaissez. Donc, si tu veux les présenter, Mohamed, rapidement, je continue. Oh oui, je peux prendre la balle. Donc, ici, on a en fait la présentation d'outils comme l'appelle Bernard, en fait, est reliée à notre façon dont on a conçu toute l'architecture MLOps. Puis vraiment tous les flux et les pipelines d'entraînement, mais aussi de déploiement. Entre autres, les outils qui ont créé le plus de valeur, c'est tout ce qui est gestion de l'expérimentation avec MLflow, qui a été implémenté par Julien, qui est l'un des data scientists dans l'équipe. On a aussi utilisé toute la panoplie de librairies et de frameworks qui sont disponibles sur Python, obviously, qu'on voit quelques-uns comme Plotly, Scikit-learn, Pandas, PyTorch. Moi, j'avais utilisé TensorFlow aussi à un moment. On avait aussi l'utilisation de Kubeflow, qui a permis, entre autres, d'avoir accès à des toolkits. Faut savoir que tout l'environnement, développement, production, staging de U8 roule sur Kubernetes dans le Google Cloud. Donc, ça nous permet d'avoir de pouvoir scaler tout simplement notre environnement en fonction du load qui peut varier en fonction de la journée ou en fonction de la semaine. On a aussi un outil très intéressant qui est open source, qui a permis tout le volet déploiement de nos microservices, parce qu'on a créé des microservices qui ont été intégrés par la suite avec la plateforme côté back-end. Puis, ce module-là s'appelle Seldon, relativement facile d'utilisation. Aussi, au niveau de la configuration, ça va plutôt vite. Puis, ça nous permet après d'avoir des microservices qui sont prêts à être réutilisés, puis qui vont wrapper up nos modèles pour par la suite être réutilisés pour faire de l'inférence. J'ai vu que Igor avait une question reliée à ce qu'on avait utilisé. Donc, soit le filtrage collaboratif ou le filtrage basé sur le contenu. En fait, on a essayé un paquet d'approches avec U8. On a aussi essayé les règles d'association. Comme l'a dit Bernard, on a essayé aussi des modèles d'apprentissage profond. Tout dépendamment, en fait, de la zone puis des restaurateurs, certains modèles ont eu un meilleur succès. Mais généralement, nous, la tendance était plus sur le filtrage basé sur le contenu beaucoup, par rapport aux descriptions de produits, etc., qu'on pouvait avoir. Mais là où il y avait vraiment une différence, c'est tout ce qui est transactionnel. En fait, le vecteur transactionnel, où est-ce qu'on utilise vraiment les plats qu'il y a dans chaque transaction, puis être capable de retrouver, en fait, des patterns dans les différentes transactions, permis de bâtir certains modèles
avec plutôt une bonne performance. Mais vraiment, s'il fallait qualifier la difficulté de ce challenge-là, c'est une difficulté assez commune dans le monde de la AI Data Science, c'est tout ce qui est en fait en lien avec l'universalité. C'est comment créer des modèles universels qu'on peut potentiellement réutiliser avec d'autres restaurateurs ou avec des chaînes ou plutôt des restaurants ayant la même thématique. Puis ça a été une partie de la… Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, pour enchérir sur ça, parce qu'on vend des sushis, mais on vend aussi des pizzas, puis on vend de la rôtisserie. Fait que donc là, il y a eu, on a fait des recherches pour voir est-ce que on peut y aller par domaine, donc le domaine des sushis, le domaine de la rôtisserie, le domaine des pizzas, faire des entraînements séparés ou faire des entraînements communs, comme tu disais, pour dire bon, ben on les met tous ensemble, ça dessert les très gros, mais c'est très utile pour les petits restaurants qui rentrent. Donc, on a des modèles mixtes. On a plusieurs modèles qui travaillent aussi en parallèle. Puis, comme tu disais, il y a aussi une évolution. Des fois, on avait un MVP qu'on voulait livrer. Puis, en fait, on n'a pas mis de l'AI, on a mis du BI. On a créé un modèle BI mis sur les statistiques de vente en attendant qu'on ait le temps de développer les autres modèles. Ouais. On a le flow sur l'autre présentation, sur l'autre slide, là, tu me dis si tu veux que je change. Oui, j'ai encore quelques commentaires sur celle-là, mais oui, pour revenir juste à l'universalité rapidement, en fait, il n'y a pas de voie qui dit ça doit être comme ça. C'est vraiment au début, ça doit être un peu exploratoire pour essayer de trouver l'approche optimale, chose qu'on a fait pendant un certain temps avec U8. Pour ce qui est des outils, pour revenir aux outils, donc le Google Storage a été utilisé comme model registry, donc vraiment là où on stockait nos modèles qui étaient par la suite réutilisés pour monter des Docker images, puis après déployer nos microservices. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à haut niveau sur les différents outils qu'on a pu utiliser, mais comme vous le voyez, on roule sur Google Cloud et on est une shop vraiment qui promouvoit puis utilise tout l'outillage open source qui peut exister. Je veux dire, après, il peut y avoir une question, est-ce que je vais open source, est-ce que je vais commercial? Nous, on pense qu'il y a comme un business case à faire qui a été fait par U8 et évalué par Bernard au niveau de qu'est-ce qui est le plus avantageux en fonction de l'expertise disponible à l'interne et en fonction de la vision de l'entreprise par rapport à l'outillage. Mohamed, je peux t'interrompre 2 secondes. On a une question de Lily. Il nous demande, en utilisant Google Vision API pour qualifier le plat, vous utilisez principalement la classification d'images ou vous avez utilisé aussi la détection d'objets API? Un peu les deux. On a exploré les deux. Puis on regardait qu'est-ce qui sortait, mais on utilisait beaucoup on l'appelait via les API de Google. Mais après, on s'est aperçu que ça ne sortait pas assez d'attributs pour la phase où on était, vu la qualité des images puis le nombre d'images qu'on avait. Ça marche bien, Google Vision, pour reconnaître des items, pour sortir des items, mais pour sortir, par exemple, des saveurs, savoir si c'est sucré, si c'est cuit, si c'est un plat chaud. On n'avait pas ce niveau-là d'information, donc c'est pour ça qu'on a temporairement abandonné. Merci. En fait, il y a temporairement abandonné. On l'a mis sur la glace. Le temps qu'on ramasse plus d'images, on va qualifier des attributs, puis on va pouvoir avoir un meilleur apprentissage sur ces images la fois d'après. Ici, les deux rectangles, là, si tu veux continuer, Mohamed, chaque rectangle correspond à un cluster Kubernetes. En haut, c'est un cluster pour l'entraînement et en bas, c'est notre mise en production. Oui, effectivement. Puis ce flow-là représente vraiment la façon dont on vient opérationnaliser puis créer des pipelines niveau machine learning. Ce que je trouve intéressant dans le use case U8, c'est qu'on a 2 environnements avant d'aller en prod. On a un environnement staging puis un environnement production. On commence toujours par intégrer puis monter nos microservices puis nos déploiements dans l'environnement staging. Puis après, il y a des intégrations, des tests qui sont faits pour par la suite mettre en production finale dans
dans le cluster production. Kubernetes est vraiment un outil que moi j'apprécie personnellement, puis qui montre vraiment une forte valeur ajoutée vu la simplicité, non pas de configurer, parce que configurer c'est une autre histoire, mais plus l'utilisation, la capacité de scaler qui peut être relativement intéressante puis simple pour une entreprise par rapport à d'autres environnements. Faut continuer? Ouais, vas-y. Vas-y. La mise en production, donc, petite chose à faire attention à cette étape-ci. En fait, on s'est aperçu que les métriques de production et celles d'entraînement étaient pas mal différentes. On utilisait la précision, le recall et le hit rate plus pour certaines choses en entraînement. Par contre, le taux de conversion, la comparaison à un modèle baseline plus pour la production. Actuellement, on a planifié un sous-projet de corrélation entre nos métriques de production et d'entraînement pour vérifier si, à un moment donné, on a un modèle qui est en entraînement. Est-ce qu'il devrait remplacer un qui est déjà en production ou ça ne vaut pas le coup pour pas assez de gain, on passera à autre chose. Donc, on va faire ce travail-là de corrélation entre la production et l'entraînement. Assurer la livraison, une des grosses problématiques qu'a rencontré un de mes amis, c'est au niveau de la performance. Puis nous aussi, à un moment donné, on a eu cette problématique-là. C'est-à-dire que il ne faut pas que notre solution de commande en ligne, le vendredi soir, où on a énormément de commandes, n'arrive pas à livrer ou ça prenne trop de temps pour présenter des plats. Donc déjà, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a décroché les AI de notre produit. C'est-à-dire que si ça prend plus d'un certain délai, il n'y aura pas de recommandation. Alors, on tombera dans des recommandations statiques. On n'aura pas de recommandations intelligentes, mais ça ne nuit pas à la présentation du produit au client. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, une fois qu'on avait mis en production, on a testé, puis on a optimisé à chaque fois le code pour le déploiement. Donc, on a une équipe de développeurs chez nous qui prennent les choses, qui, au moment de les envoyer, optimisent le travail. Donc, ça, c'était important. Vas-y. Mon retour d'expérience là-dessus, c'est que les data scientists ne sont généralement pas des experts en optimisation de code. Donc, ils vont être très bons dans la création de modèles, puis la compréhension des besoins, puis des données. Mais comme l'a dit Bernard, il y a besoin d'une phase tampon où est-ce qu'on a des gens qui ont une expertise dans la réécriture ou l'optimisation d'un code pour avoir le meilleur temps de latence possible en production. Exactement. C'est sûr que ça prend des gens de plus dans l'équipe parce qu'aussi, on a l'équipe produit de l'autre côté. Là. Donc, c'est des gens qui sont entre les deux, qui sont plus des devs, mais avec une sensibilité, puis le maillon intermédiaire, on a une super belle équipe pour ça. Et l'autre point aussi, c'est la rentabilité des coûts de serveur. Donc, combien ça nous coûte pour émettre une recommandation? Pour l'instant, on calcule plus en données mensuelles pour le mois, pour les serveurs. Et il ne faudrait pas que ça dépasse un certain seuil, sinon c'est plus rentable de propulser une recommandation qui va nous coûter trop cher par rapport à la rentabilité du produit. Donc ça, c'est des choses qu'on garde en tête tout le temps et qu'on vérifie régulièrement. Dans la vraie vie, il y a eu le COVID. Je pense que certains sont au courant. Ce que ça a fait, c'est que ça a importé des changements de comportement. Donc, par exemple, l'année passée, quand il y a eu le premier confinement, on n'était pas loin du temps des sucres et on a vu exploser les commandes de récompenses. C'est-à-dire, par exemple, chez Benny, leur tarte au sucre, au sirop d'érable, là. Donc, par rapport aux commandes d'avant, donc ça va créer sûrement un biais qu'il va falloir faire attention. L'autre chose aussi, par exemple, la COVID, le nombre de commandes, je pense qu'il a été multiplié sur notre solution, maintenant par 10, puis chez certains restaurateurs, déjà par 3 ou 4. Les gens ont changé de façon de commander, ils peuvent plus se déplacer, donc le numérique est rentré. L'autre chose, c'est qu'on avait tout un volet, tout à l'heure, il y avait des X rouges, là. On avait tout un volet de développement
de notre interface et de notre apprentissage sur les bornes de commande dans les restaurants. Les bornes ont été abandonnées par U8 parce que les gens, les gens ne veulent plus trop toucher à quelque chose qui a été touché par 200 personnes avant. Les restaurants ne veulent pas faire du nettoyage entre chaque personne pour une borne ou un écran tactile. Donc, on a encore une flotte de bornes, on va la maintenir, mais le développement qu'on avait prévu sur les bornes au niveau de l'AI, pour un UX différent, pour une reconnaissance faciale sur base volontaire, tout ce développement-là cette recherche-là a été annulée, puisque on remplace la borne par ce qu'on appelle la borne tactile, c'est-à-dire un téléphone, parce que les gens ont tous leur téléphone et vont pouvoir faire la même commande, faire un skip de line versus leur téléphone. Puis si je peux faire un commentaire là-dessus, niveau Covid, en fait, beaucoup de clients ou de partenaires que je connais, par exemple ceux qui font des modèles de forecasting de leurs ventes, ceux qui font des modèles basés sur les données clients, ont vu tout simplement en fait la dynamique de leurs données complètement changer. Fait qu'il y a des nouveaux patterns qui n'existaient pas avant. C'est le cas pour les gens en e-commerce, c'est le cas pour les gens manufacturiers qui font des modèles de forecasting. Donc, ça fait que tout le monde s'arrache un peu les cheveux à essayer de bâtir de nouveaux modèles qui prennent potentiellement en considération la dynamique COVID. Exactement. Grâce à tout ça, quand même, U8 a eu plein de reconnaissances. D'abord, au niveau de la reconnaissance des gens, là, vous voyez deux de mes associés. Martin Lafrance et Alexandre Martin. Donc, beaucoup de reconnaissance dans les médias. Beaucoup de reconnaissance au niveau de la recherche. On a été gagnant du prix Innovation en partenariat avec le CRIM l'année passée, donc en octobre ou novembre 2020. On est rentré dans le Foodtech 500. On est 104e au Foodtech 500 aussi, grâce à tout le produit, y compris les AI. En fait, ce n'est pas juste les AI, c'est le produit aussi. L'autre point, on est finaliste au Mercurial 2021 en catégorie Startup de l'année pour les résultats vont être donnés le 29 avril. Donc, dans une semaine et quelques. La semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va être gagnant, j'espère. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions pour Mohamed et moi? Vous pouvez me joindre sur LinkedIn, Bernard Hébert, ou aussi il y a Mohamed Sabri. Il est dans la description de l'événement. J'ai oublié sa fiche. Je m'excuse, Mohamed. Pas de problème. Et je pense qu'il y a une question de Karim qui demande comment on mesure la rentabilité des recommandations. Faites-vous du testing A/B en continu pour comparer le résultat du panier d'achat d'une commande avec sans recommandation? La réponse est oui. Puis je vais laisser Bernard en parler parce qu'on a fait tout un volet là-dessus pour même mesurer combien en dollars rapportent potentiellement nos recommandations. Exactement. Donc, en fait, on fait du AB ou du ABC. L'équipe d'Ivado nous a aidés à travailler sur sur les métriques. Et quand on fait du AB, la plupart du temps, on regarde est-ce que le client, est-ce que le restaurateur veut déjà pousser des recommandations, des suggestions de plats dans cette zone-là, lui. Donc, la plupart des restaurateurs n'en ont pas, mais certains ont déjà une équipe et puis ils disent, bon, moi, j'aimerais que tu vendes de l'eau et tout. Donc, le système de base, dans l'expérience A, va montrer les recommandations du client, du restaurateur. Puis, dans le B, ça va montrer les recommandations poussées par les AI. Puis, à chaque fois qu'on était en test sur un nouveau modèle, le C était toujours les recommandations poussées par un modèle basé sur, nous on l'appelle baseline, mais c'est basé sur la statistique de vente des plats de cette zone-là. Donc, c'est quelque chose qui est plus statistique, mais on voulait voir est-ce qu'on bat la moyenne ou est-ce qu'on bat le client. On est en déploiement d'AI dans nos 3 zones depuis septembre.
Il y en a une, la zone de suggestion est facile à chiffrer. L'AI bat toujours le client, les recommandations du client, et bat toujours le baseline BI. Le BI bat pas toujours les recommandations du client. Donc, des fois, le client va nous dire, pas le client va nous dire, mais on va regarder, puis on va enlever le baseline pour ne pas nuire aux ventes du client. Là, ce matin, je discutais avec un client qui me disait, oui, mais est-ce que vos recommandations pourraient enlever certains plats? Parce que je me suis aperçu qu'on vend beaucoup de homards cette période-ci ou je ne sais pas quoi là. Et en fait, le homard a beaucoup augmenté, puis la rentabilité du plat, elle est moins forte que d'autres plats qu'on aimerait que les AI poussent. Pour l'instant, on n'a pas la notion de rentabilité des plats dans notre menu. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis dans notre checklist à faire, à valider. Mais la problématique que je vois sur ça, c'est par exemple, pour faire un modèle basé sur la rentabilité des plats, c'est que les restaurateurs ne mettront peut-être pas les valeurs. Selon les matières premières, la rentabilité peut changer. Ils n'iront pas changer la valeur. Donc, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est dans nos priorités de développement. Mais oui, on fait du ABC. Puis, au niveau de l'évaluation en coût, c'est un peu confidentiel au niveau des montants, mais on parle pour certaines chaînes de plusieurs milliers de dollars par mois de plus d'activer les AI. Donc, c'est sûr que ça peut faire quelques centaines de dollars de plus pour un resto, mais on a un indépendant, un sushi, on a 2000 dollars de plus par mois le fait d'activer les AI par rapport à ses recommandations que lui mettait. Donc, ça permet ça. Il y a certaines zones que c'est plus difficile d'évaluer l'impact financier. La zone en vedette, quand on arrive, les AI propulsent des recommandations. Et est-ce que, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens cliquent plus dans les plats qui sont recommandés que s'il fallait les chercher dans le menu en tant que tel. Donc, est-ce que ça s'est vendu plus parce que ça se voyait? Est-ce que les gens ne sauraient pas aller les chercher pareil? Ça, on ne peut pas savoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la commande est à peu près identique, mais la session est plus courte. Donc, l'expérience est meilleure. Si quelqu'un vient et qu'il trouve plus rapidement ce qu'il veut, ça va être mieux, même si c'est des plats qui ont été plus loin dans le menu. Donc, par exemple, quelqu'un qui est un profil plus végétarien, à ce moment-là, il va être content parce que d'habitude, les plats végétariens sont cachés un peu partout. Et là, à ce moment-là, il va trouver son information plus rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais arrêter de partager. Peut-être qu'on verra les caméras des gens comme ça. Donc, je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Tu peux-tu quand même partager la... Ah, regarde, attends, je vais... Ah, tu l'as? Ouais, je vais y aller. Oups. Donc, vous voyez là, en gros, merci beaucoup, Bernard et Mohamed, c'est très apprécié. Donc là, on a 3 gagnants. Je vous ai écrit directement pour que vous nous envoyiez, Denis, votre adresse postale. On a un hoodie plus 2 tasses. J'ai déjà développeurs qu'on va faire tirer par rapport à nos 3 personnes, puis on va vous envoyer ça directement chez vous. Donc, si possible, je vous ai dit où envoyer l'information. C'est à notre adresse courriel que je vous ai déjà envoyé. Encore là, je vous ai mis dans le chat le formulaire à remplir pour obtenir vos commentaires. S'il vous plaît, dites-nous comment vous trouvez la présentation, qu'est-ce que vous voulez voir. Nous, en gros, on veut s'adapter à vos besoins. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous donner de l'information. C'est grâce à ça qu'on va arriver à avoir du contenu qui est plus spécifique et qui va répondre à vos besoins. Et finalement, j'ai aussi mis l'information dans le chat. Si vous désirez participer à un GDG ou présenter un sujet, comme Bernard et Mohamed ont fait aujourd'hui, je vous ai mis le formulaire dans le chat. S'il vous plaît, vous allez vous inscrire, ça va nous faire plaisir. Sur ce, merci à tous pour votre temps, c'est super apprécié. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et encore une fois,
Alors, Mohamed, merci beaucoup. C'était vraiment un contenu incroyable. Puis on a reçu des belles questions. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt dans ce que vous avez présenté. Donc, c'est super apprécié. N'hésitez pas de vous connecter à nous dans LinkedIn, nous envoyer des questions. Ça nous fera plaisir de vous aider aussi ou de partager. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci, Mohamed. Merci à toi.